Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas et je suis coach carrière. J'accompagne mes clients en bilan de compétences et dans leur recherche d'un job idéal. Ce qui me passionne avant tout, ce sont les parcours atypiques. La mission de ce podcast, c'est de vous proposer chaque semaine des conseils de gestion de carrière qui sortent un peu des sentiers battus. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Je suis très heureux de vous retrouver en ce 25 novembre 2024. La pluie est battante dehors, j'espère que ça ne fera pas trop de bruit pour l'enregistrement de cet épisode. En tout cas, encore une fois, bienvenue et merci de votre soutien. N'hésitez pas à continuer, à commenter, partager, poser des questions. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat et plus exactement de comment est-ce qu'on peut entreprendre quand on ne se sent pas légitime, quand on ne se sent pas outillé, quand on ne se sent pas assez courageux pour se lancer et pour entreprendre. C'est quand même un peu un grand classique de la gestion de carrière. Moi, ce que j'observe, c'est que ça dépend beaucoup de notre milieu familial et du terreau social dans lequel on a grandi. Dans des environnements très entrepreneuriaux, il est parfois même difficile d'assumer d'avoir une carrière plutôt vers le salariat ou la fonction publique. À l'inverse, quand on a des parents, des grands-parents qui ont toujours été fonctionnaires ou qui ont toujours été salariés, eh bien, l'entrepreneuriat peut représenter vraiment un saut vers l'inconnu. Pour peu qu'on n'ait pas des amis qui le fassent ou pour peu qu'on n'ait pas encore eu l'occasion de le faire, ça peut représenter une sacrée barrière. Et on pourrait se dire, à la limite, il suffit de pas le faire. Il suffit de ne pas entreprendre. Oui, mais si tu écoutes cet épisode, il est probable que quelque part au fond de toi, tu aies une petite voix qui te dise « Ouais, mais ça pourrait m'intéresser de travailler à mon compte. Ça pourrait m'intéresser de monter une boîte ou j'ai envie de déplafonner mes revenus et j'aimerais du coup aller un peu plus loin que la rémunération à laquelle je peux prétendre aujourd'hui. Et enfin et surtout, et moi c'est mon cas, ce que j'ai envie de faire n'existe pas en salariat. C'est-à-dire que plus on se connaît et plus on comprend précisément où on se sent bien, au plus on prend conscience qu'on va peut-être devoir créer son propre job, son propre métier, parce qu'en fait, si on veut être vraiment précis, le métier de nos rêves, il n'existe pas forcément dans un cadre salarial. Et donc, on peut même devenir entrepreneur par défaut, pas parce qu'on a envie d'entreprendre, mais parce qu'on a besoin d'entreprendre pour mener à bien un projet. En tout cas, quelle que soit la raison qui t'a poussé à écouter cet épisode, mon objectif ici, c'est en à peu près une demi-heure de te partager 10 solutions pour dépasser les blocages liés à l'entrepreneuriat. Si on revient un petit peu sur ces fameux blocages, il va y avoir souvent « je n'ai pas l'idée ». On va voir comment est-ce qu'on peut essayer de contourner celui-ci. On peut retrouver aussi « je n'ai pas les compétences, je ne sais pas faire de la finance, je ne sais pas gérer une boîte, je ne sais pas manager, je ne sais pas entreprendre, je n'ai pas la compétence entrepreneuriale ». Il y a bien évidemment la peur de l'échec qui s'invite très souvent à nos côtés dès lors qu'on va commencer à envisager un projet entrepreneurial. On peut avoir aussi la peur de se lancer, c'est-à-dire la peur de perdre ce que nous avons déjà. Il peut y avoir le manque de ressources, le manque de réseau, le manque de contacts, le manque d'économie, le manque de capital pour se lancer. Il peut y avoir aussi le perfectionnisme, toutes les personnes qui veulent bien faire, très bien faire, et qui vont avoir du mal à accepter un travail mal fait, eh bien, vont avoir du mal à se lancer en entrepreneuriat parce que la culture de l'entrepreneuriat, c'est vraiment rate vite et progresse. On lance jamais une bonne boîte du premier coup. Donc la surplanification, le surperfectionnisme et la suranalyse peuvent être des blocages énormes en matière d'entrepreneuriat. Et je pense qu'on est nombreux à en savoir quelque chose, d'avoir des projets qui n'ont jamais vu le jour parce qu'ils sont restés dans notre tête. Et ils sont restés dans notre tête tout simplement parce que on n'a jamais trouvé moyen de bien le faire. Donc plutôt que de mal le faire, on l'a pas fait du tout. Il peut y avoir un autre blocage aussi qui sont les obligations personnelles. Je viens d'avoir un enfant, je vais me marier l'année prochaine. J'ai un proche qui a besoin de moi en ce moment. Je ne peux pas déménager ou je ne peux pas faire exactement ce que je veux parce que j'ai des contraintes personnelles. Tout ça, ce sont d'excellentes raisons d'avoir peur, d'excellentes raisons de rester bloqué et de ne pas forcément réussir à passer cette petite marche qui consiste à entreprendre. Et justement, je voulais commencer un peu mon épisode par ici. Qu'est-ce que c'est qu'un entrepreneur ? Alors j'ai cherché des définitions. Qu'est-ce que ça veut dire entreprendre ? Parce qu'on en fait tout un foin aujourd'hui de l'entrepreneuriat. C'est vraiment complètement mis à l'honneur dans notre société, l'entrepreneuriat.
Mais au fond, de quoi s'agit-il? Alors, on a d'un côté la définition du Robert qui va nous dire l'entrepreneur, c'est une personne qui entreprend quelque chose, notamment une entreprise ou des travaux à son compte en assumant des risques. Donc ici, on a d'office la notion un peu de business, d'entreprise, qui peut en refroidir certains. On a la notion de à mon compte, ça aussi, ça peut en refroidir certains. Quand on n'a pas envie de la jouer solo, qu'on a envie de contribuer au projet de quelqu'un d'autre, ça peut aussi être de l'entrepreneuriat, on n'est pas obligé d'être tout seul dans son coin. Et puis surtout, évidemment, la dernière partie de la phrase, en assumant des risques. Ça, évidemment, ça nous fait un peu peur et ça peut nous bloquer. Ok, cette définition fait un peu froid dans le dos. La définition que j'ai plutôt envie de retenir personnellement, c'est, je ne sais plus où j'ai trouvé d'ailleurs, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui initie ou qui réalise un projet, quel qu'il soit. Quelqu'un qui initie ou qui concrétise un projet, que le projet soit risqué ou non, que le projet soit rémunérateur ou non, que le projet soit de sa propre idée ou qu'on contribue à l'idée d'un autre. Ça aussi, c'est l'entrepreneuriat. Donc voilà, moi, j'ai envie de commencer par là à dire l'entrepreneuriat, c'est tout simplement concrétiser un projet ou initier un projet, quel qu'il soit. Et c'est important, toutes ces petites distinctions, parce que dans les techniques que je vais te proposer pour entreprendre sans entreprendre, on va retrouver des choses qui sont un peu au final éloignées parfois de l'entrepreneuriat traditionnel. Et donc maintenant, comment on fait pour avancer? Eh bien moi, je te propose de partir du principe que si tu bloques, si tu as envie d'entreprendre et que tu bloques, c'est que tu ne vas pas réussir demain à te lancer comme ça. Soit il faudra un coup du sort qui va te donner l'impulsion dont tu avais besoin, mais parfois c'est risqué. Soit il va falloir la jouer un peu autrement avec d'autres voies entrepreneuriales auxquelles tu auras peut-être pensé ou peut-être pas. Et vu que l'entrepreneuriat c'est progressif et que ça s'apprend, moi je vais te proposer des chemins sur lesquels tu peux marcher. Je vais t'en proposer 10 et qui devraient te rapprocher rapidement ou lentement de l'entrepreneuriat. 3 petites citations avant de passer au concret. La première nous vient de Winston Churchill et celle-ci je l'aime beaucoup. Elle nous dit « Le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. » Donc déjà, ici, le parallèle que j'ai envie de faire, c'est que entreprendre, que ce soit pour monter une grosse boîte ou que ce soit juste demain une activité parallèle à ton boulot salarié par exemple, dans tous les cas, il va s'agir d'aller d'échec en échec sans perdre ton enthousiasme. On voit bien ici que le côté perfectionniste, suranalyse, surplanification, surpréparation, volonté que ça marche du premier coup, tout ça, ça sert à rien ici. Deuxième citation, elle nous vient de Peter Drucker. L'entrepreneur est celui qui prend des ressources limitées et qui en fait des opportunités illimitées. J'aime cette définition parce qu'elle nous montre que les ressources peuvent être très simples. On prend des ressources limitées, un talent, un produit, un service, et puis on va essayer d'en faire quelque chose qui peut amener des résultats financiers, des conséquences exponentielles. Donc on peut partir de quelque chose de très simple, et c'est ça qui me plaît ici. La dernière citation que je voulais te partager nous vient de Pablo Picasso, qui nous écrit « L'action est la clé fondamentale de tout succès ». Et donc, une fois de plus, l'action dans laquelle je crois tellement et que j'arrête pas de rabâcher au micro de ce podcast, l'action va être une clé de voûte pour faire les bonnes rencontres et pour trouver sa voie. L'action va être une clé de voûte pour entreprendre, démarrer petit, mais continuer à agir jusqu'au succès. Je m'arrête ici pour cette longue intro et venons-en donc à notre premier point. Comment entreprendre quand on ne se sent pas entrepreneur, quand on n'ose pas entreprendre? Quelle peut être la première technique? Technique numéro 1, eh bien, ça va être de copier quelque chose qui fonctionne ailleurs. Peut-être que tu n'as pas besoin, pas envie, ou que ça ne va pas être ton tempérament, d'inventer quelque chose. C'est pas parce que tu veux entreprendre qu'il faut inventer quoi que ce soit. Donc ici, tu peux peut-être aller faire un tour un peu aux États-Unis, au Canada, faire un voyage ou simplement t'inscrire à des revues de veille. Et il y a des tendances globales qui vont évoluer. Comme si je reprends il y a quelques années le food truck qui est arrivé en France, ça faisait déjà 10 ans qu'il existait aux États-Unis avant qu'on le voit arriver. Et donc il va y avoir des tendances globales qui évoluent. Et il y a même des plateformes qui te permettent de suivre ces tendances. Trend Watching, Springwise, The Cool Hunter. Ça, ce sont des plateformes qui vont te permettre de repérer des concepts innovants qui fonctionnent dans d'autres pays. Souvent US, Canada.
Mais tu peux aussi chercher ce qui se passe à Berlin, ce qui se passe en Asie, ce qui se passe en Europe de l'Est, ce qui peut se passer aussi au Moyen-Orient. Il peut y avoir tout un tas de concepts qui fonctionnent très bien, qui n'ont pas besoin d'être compliqués et qui ne demandent qu'à être répliqués ici. Et alors pour les répliquer, soit tu lances toi-même le concept à ta façon, soit tu peux même contacter l'entreprise qui le fait de l'autre côté du monde et pourquoi pas négocier quelque chose pour être la personne qui va le lancer ici sur le territoire français. Ça peut aussi être régional. Tu repères quelque chose qui fonctionne à l'autre bout de la France, tu contactes la personne qui le fait et tu fais la même chose ici, là où tu habites. Ça peut être une première façon de travailler. Une deuxième dans ce premier chapitre, je rappelle le premier chapitre, c'était donc prendre quelque chose qui marche ailleurs et le répliquer. Évidemment, ici, une deuxième approche, ça peut être la franchise. La franchise, c'est quand même assez peu connu, on n'en parle pas tant que ça, et ça peut vraiment parfois répondre à pas mal de nos questions quand on a envie de se lancer, mais qu'on veut pas être tout seul, qu'on veut être sûr que le concept va marcher, qu'on veut pas prendre de risques, qu'on veut être certain d'être bien entouré, bien épaulé, etc., etc. La franchise, ça sert à ça. Tu entreprends, mais tu confies le risque au franchiseur. Il a déjà ouvert 5, 10, 15 boutiques, 5, 10, 15, 20, 100 concepts. Il sait comment ça marche, il sait ce qui fonctionne pas. Toi, tout ce que tu auras à faire, c'est dérouler le plan, en fait, qui aura été imaginé par d'autres personnes, testé, qui fonctionne, et toi, tu vas dérouler le plan à ta façon. Et je parle de franchise ici parce qu'on imagine toujours qu'ouvrir une franchise, c'est ouvrir un McDo et qu'il va falloir poser 500 000 € ou 1 million sur la table, etc. Mais il existe tout un tas de franchises, il existe tout un tas de produits ou de services qui se déclinent en franchise et il existe des franchises avec des apports très faibles. 5 000 €, 10 000 €, 20 000 €, ça peut largement suffire pour se lancer. Et donc, on observe parfois des entrepreneurs qui ont démarré par la franchise et puis qui après ont pris un peu la confiance et ont ouvert 1, 2, 3, 4, 5, 10 franchises et pourquoi pas 1 ou 2 boîtes derrière. Mais ça peut être une façon de se lancer à moindre risque. Il y a un site qui s'appelle Toute la franchise qui partage déjà pas mal d'infos sur tout ça. Et puis une fois de plus, tu peux chercher sur ChatGPT si tu cherches des concepts de franchise à répliquer, des choses qui t'intéressent. Et puis une troisième approche dans ce premier chapitre, ça pourrait être de repérer un marché de niche ailleurs et de l'importer là où tu es. Ça rejoint un peu le premier conseil, de repérer une tendance, mais j'ai envie de dire que la tendance va être plutôt globale. On va voir que c'est l'apogée du burger, l'apogée de je ne sais quoi. Ici, je propose plutôt d'identifier une niche. C'est-à-dire que si tu habites dans un coin au bord de la mer, quelles sont les niches de bord de mer ? Qu'est-ce qui peut vraiment faire la différence là où tu habites ? Qu'est-ce qui va te passionner ? Tu vas peut-être voir que dans l'univers du modélisme, il y a une nouvelle tendance ou qu'il y a un truc qui marche super bien. Alors oui, c'est un tout petit milieu, mais c'est aussi souvent des milieux de passionnés, les milieux de niche. Et donc, tu peux trouver quelque chose qui existe ailleurs et te l'approprier pour faire la même chose et pourquoi pas le faire en mieux. C'était donc notre premier chapitre, de prendre quelque chose qui existe ailleurs et de le répliquer à ta façon. Deuxième possibilité, quand tu veux entreprendre sans entreprendre, ça va être de lancer un side business. Et on va commencer par les side business online. Donc tu peux évidemment monter ton site tout seul ou toute seule de e-commerce, créer ta boîte, faire ton truc. Mais ça, c'est déjà de l'entrepreneuriat dans le dur. C'est déjà, j'ai envie de dire, du vrai gros entrepreneuriat où il y aura probablement besoin de lever des fonds, de recruter assez rapidement, de créer une marque et tout ça. Version un peu dégradée, et c'est ce que j'amène aujourd'hui plutôt comme approche, il va y avoir le dropshipping. Tu crées une boutique en ligne parce que tel et tel produit de tel et tel fournisseur te plaise, et cette boutique en ligne, tu n'auras pas à en gérer le stock. Toi, tu vas simplement demander au fournisseur d'expédier directement à tes clients. Et pour ça, tu peux utiliser des plateformes comme Shopify, ça coûte quasiment rien. Et en fait, tu peux créer en une demi-journée un site de e-commerce qui fonctionne très bien. Et pour peu que tu saches communiquer un peu autour, le dropshipping te permet de faire du chiffre sans avoir à gérer des stocks. Tu vends des produits et c'est ton fournisseur qui les expédie à ta place. Dans le même genre, tu peux créer une boutique Etsy. Si tu sais faire des créations ou autre, tu peux créer une boutique sur un espace en ligne de e-commerce qui est déjà existant, qui peut déjà héberger des choses. Dans le même genre, j'aurais dû commencer peut-être par là, tu peux aussi vendre sur Amazon. Même si aujourd'hui les choses se sont un petit peu complexifiées, eh bien tu peux très bien aujourd'hui avoir un side business e-commerce
où tu vas référencer des produits et les mettre en vente sur Amazon, ou sur Le Bon Coin, ou sur Vinted, etc., etc. Ici, donc, l'approche, c'est de se dire, tu as identifié des produits que tu es capable d'acheter, revendre, ou des produits que tu es capable de vendre tout court, sans même avoir besoin de les acheter, mais des produits qui t'intéressent, sur lesquels tu as de la légitimité pour les vendre, tu sens que tu es capable de les vendre, eh bien, tu peux avoir donc ton propre site e-commerce. Et c'est pas forcément compliqué à créer aujourd'hui avec des sites comme Shopify, Etsy ou autres. Dans le side business online, on peut imaginer tout un tas de choses, mais si je devais aller à l'essentiel, je dirais qu'une autre approche peut être de créer un site ou de créer une app avec du no-code, avec un programme comme Bubble. Bubble, c'est un programme qui te sert à développer une application ou développer un service web qui peut être très poussé, qui peut être vraiment une vraie boîte, mais de le faire tout seul ou toute seule ou avec très peu de ressources. Avec un abonnement juste de 20 € par mois, tu peux déjà avoir accès à Bubble. Et ça va te permettre, sans savoir coder, de créer une app ou un site comme un développeur l'aurait fait. Et donc, pourquoi pas de mettre cette app ou ce site sur le marché et déjà de commencer à générer des revenus. Donc, c'est du boulot. Nous, c'est ce qu'on va faire actuellement avec la carte des talents, qui est un concept que je vous pitcherai dès la fin de cette semaine. Mais c'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, de créer son propre outil Internet, de le mettre en vente, et ce, sans forcément savoir coder. C'était donc le deuxième chapitre, de lancer un side business en ligne. Pas forcément besoin d'en faire quelque chose de si compliqué. Ça peut démarrer petit. Troisième approche, ça peut être donc de lancer un side business offline, dans la vraie vie. Donc ici, c'est encore plus simple. Au fond, il s'agit de regarder où sont les besoins. Et souvent, autour de nous, il va y avoir vraiment une ou des thématiques sur lesquelles on a des besoins qui sont hyper importants. Je prends quelques exemples. Il va y avoir les services à domicile, garde d'enfants, ménage. Mais d'ailleurs, le ménage n'a pas besoin d'être forcément que chez les gens. Ça peut être de faire le ménage d'une entreprise. Tout ça, ça peut être assez lucratif. Les services auprès des animaux, la garde d'animaux. Ça peut être aussi, si tu as des talents de menuisier, de peintre, d'électricien, etc., ou d'électricienne, eh bien, d'être artisan, en multiservice, à ton compte, de faire du paysagisme, de faire du jardinage, toutes ces missions-là qui vont te permettre au final d'avoir ta propre boîte ou ta micro-entreprise et donc d'être entrepreneur sans forcément devoir monter quelque chose d'énorme. Il peut y avoir aussi la vente de produits physiques sur des marchés, par exemple, ou simplement dans des endroits de forte affluence où avec 2 tréteaux et une table, ça permet de vendre déjà des créations, de vendre un produit utile. Il peut y avoir aussi tout ce qui est mécanique, l'entretien de véhicules, l'entretien d'appareils ménagers. Il va y avoir tout ce qui est restauration, de créer un petit food truck ou un petit stand de restauration quelque part. Et puis, il peut y avoir aussi une autre idée encore, qui va être l'organisation d'événements, des soirées, des rendez-vous. Je pense par exemple à une ancienne cliente qui, si elle m'écoute, j'espère sera heureuse d'entendre parler de son projet et qui crée à Valenciennes des soirées de concours de DJ. Et en fait, leur principe est assez simple. Ça veut dire qu'ils trouvent des DJ, ils trouvent une boîte ou un bar, et puis ils vont créer un événement autour de ça. Et aujourd'hui, c'est pas très lucratif pour eux, mais ce genre de projet, quand il commence à grossir, permet tout à fait de générer du chiffre et d'avoir un salaire à côté de son salaire, ou en tout cas, d'avoir une activité entrepreneuriale, même si on ne se sent pas entrepreneur. Donc ça peut être un événement sportif, ça peut être un événement culturel, ça peut être une expo, ça peut être un événement musical, ça peut être vraiment beaucoup de choses, une soirée, un rendez-vous. Voilà, tout ce que je viens de partager là depuis le début de cet épisode, à chaque fois, il y a autant d'exemples de gens qui ont démarré comme ça et puis qui ont fini par faire des grandes choses en démarrant tout petit, sur Etsy, sur Shopify, avec un premier événement sportif ou avec juste du ménage en entreprise. Et puis tout ça, parfois, ça fait des empires, mais il a bien fallu commencer par quelque part. C'était donc le 3e chapitre. Lancer un side business offline. 4e chapitre. Vendre ton expertise. Ici, on rejoint un petit peu le side business. Au lieu de partir d'un marché, on va partir d'une personne, c'est-à-dire toi. Quand on parlait de side business online ou offline, on parlait de où sont les besoins, quels sont les produits qui sont en vogue en ce moment, quels sont les services dont on a besoin en ce moment. Ici, on va plutôt partir de toi et de ce que tu sais faire. Et donc, ça consiste à te poser en te disant, voilà, quels sont vraiment mes talents, mes compétences, quelles sont mes connaissances,
sur quoi est-ce que les gens seraient peut-être prêts à payer. Et tu peux même faire un petit audit autour de toi. Nous, c'est ce qu'on fait en général dans un accompagnement de coaching carrière. Je demande à l'entourage pour lesquelles des compétences de cette personne, est-ce que tu serais prête à payer? Et donc ici, on va partir de ce que tu sais faire. Et puis le but, c'est de le proposer à petite échelle au début. Ça peut être de donner des cours, d'animer une conférence ou un atelier ou un petit séminaire. Ça peut être de s'inscrire sur une plateforme de e-learning. Ça peut être de rejoindre une plateforme comme Malt, Fiverr, Skill & You. Il y a de plus en plus de plateformes qui permettent d'être visible quand on a un savoir-faire, que ce soit la gestion de projet, du développement web, du graphisme, de la sophrologie, peu importe quoi, de la médiation familiale, de l'orthophonie, enfin bref. Tu peux très bien avoir des compétences en parallèle de ton job que tu vends sur des plateformes ou que tu vends auprès de ton réseau ou autour de chez toi, sur des choses très simples, sur des modes de fonctionnement très simples. Tes compétences, ça peut aussi être le recrutement. On n'y pense jamais, mais il y a des gens qui sont super doués pour mettre les gens en relation et qui passent leur vie à faire ça. Pourquoi pas ne pas se faire un peu plus payer à ça en ayant une casquette de recruteur ou de recruteuse à côté de ton boulot. Ça peut être le ghostwriting. Si l'écriture te plaît, tu peux écrire des posts LinkedIn, des posts Insta pour des gens qui n'ont pas le temps de le faire ou qui n'aiment pas le faire. Tu peux créer des vidéos, tu peux faire du debug informatique, tu peux faire du conseil en plein de choses en fait. Ici, ça va dépendre vraiment et ça va partir vraiment de ce que tu as à offrir et de tes compétences. 5e point, on arrive à la moitié de ce listing. Ça va consister à identifier un projet qui te tient à cœur. Si tu écoutes cet épisode, c'est probablement que tu as déjà quelques idées de projets qui te tiennent à cœur, mais que tu n'oses pas forcément te lancer. Et ça va consister à vendre le projet avant de le réaliser. En d'autres termes, lever des fonds pour enlever toute forme de risque et pour créer un peu de pression sociale. Je continue à me l'expliquer parce que c'est toujours pas très clair, j'imagine. Ça va consister, par exemple, à créer une campagne de crowdfunding et puis de dire, voilà, si j'ai 20 000 euros, je me lance dans ce truc-là. Et puis si tu vois que la campagne fonctionne bien, ça veut dire que les gens ont envie que ce projet émerge. Donc déjà, c'est très bon signe pour ton projet. Ça veut dire que les gens espèrent que ce projet va se concrétiser. Et même si le crowdfunding, c'est quand même assez concurrentiel, c'est pas toujours facile d'aller lever de la love money comme ça, n'empêche que si tu réussis ta campagne, si tu réussis à récolter tes fonds, ça veut dire premièrement que les gens y croient, deuxièmement que tu n'as plus de risques parce que tu peux te lancer avec l'argent des autres et ça sert à ça. Et troisièmement, que maintenant, tu as un petit peu de pression sociale. Tu as quelqu'un qui te pousse un peu au-dessus du plongeoir parce que ça y est, tu as voulu faire quelque chose, les gens t'ont fait confiance, et il y a une petite et saine pression sociale qui vient s'installer pour t'aider à te lancer, mais te lancer sans danger, puisqu'a priori, tu as fait ça en parallèle de ta vie. Donc cette technique-là peut aussi être utile pour se lancer quand on n'ose pas se lancer. Monter une campagne de crowdfunding ou équivalent, et voir ce que ça donne, voir si ça prend. Et puis si ça prend pas, on n'a rien perdu, mais c'était déjà intéressant. Et si ça prend, on se retrouve entrepreneur malgré soi. 6e point, ce serait de devenir non pas entrepreneur, mais investisseur. Au fond, la frontière entre l'entrepreneur et l'investisseur, elle est parfois assez mince. Et je crois qu'on a tendance à oublier qu'aujourd'hui, le travail et l'argent sont des sujets assez différents. Il y a des gens qui ne travaillent pas, qui sont simplement investisseurs et qui gagnent beaucoup d'argent. Et puis, il y a aussi beaucoup de gens qui travaillent beaucoup et qui gagnent pas du tout assez d'argent. Donc, l'entrepreneuriat, ça va vraiment être une dimension projet, une dimension travail. Ici, j'amène donc comme 6e point une autre stratégie si tu veux entreprendre, qui est celle de ne pas avoir de projet précis d'entrepreneuriat, mais de devenir un peu plus investisseur pour apprendre à générer de l'argent d'une manière ou d'une autre, en partant d'un savoir-faire que tu vas avoir. Donc si par exemple tu as des compétences en immobilier, si tu es doué pour refaire des logements, pour bien acheter, bien vendre, l'investissement immobilier peut peut-être être une solution. La bourse, c'est pas fait pour tout le monde, mais il y a des gens qui ont un sens de la finance et de la bourse, et ça n'a pas besoin d'être ton métier, tu peux aussi t'y intéresser, et de facto, peut-être que d'autres personnes vont te suivre
Peut-être que si tu es amené à gérer tes propres actifs en bourse et que tu le fais bien, demain, 5, 10, 15, 100 personnes peuvent te confier les leurs. Et de facto, ça y est, tu es devenu responsable d'un mini-fonds d'investissement. Et ça, c'est de l'entrepreneuriat. Mais ça a démarré avec de l'apprentissage d'investissement par toi-même à petits pas. Une autre approche, ça peut être le fundraising. Tu vas aider quelqu'un que tu aimes bien à lever de l'argent, quelqu'un qui monte sa boîte, quelqu'un qui monte un projet humanitaire, quelqu'un qui veut financer un voyage. Et puis, tu vas peut-être l'aider tout simplement à lever des fonds, puis pourquoi pas un deuxième projet, un troisième, et peut-être que tu verras qu'au fond, tu es tout à fait à l'aise pour lever des fonds, et que même si tu as un boulot à côté, tu peux tout à fait être capable d'être fundraiser ou d'aider quelqu'un à lever des fonds. Et ça aussi, c'est pas vraiment un métier d'investisseur, c'est un métier de fundraiser, mais ça peut tout à fait être quelque chose d'assez lucratif et d'assez entrepreneurial à côté de ton boulot. Peut-être quelqu'un qui va chercher les fonds pour des projets qui se lancent. Tu peux aussi te spécialiser dans les métaux précieux, dans l'art ou même dans le vin. Ce week-end, j'étais dans un resto avec un sommelier qui m'expliquait comment lui, il avait un salaire assez normal, j'ai envie de dire, mais il réussissait à investir grâce à sa passion du vin et il achetait du vin qu'il revendait, etc. Ça peut aussi être des voitures de collection, des motos. Ça peut être tout plein de choses en fait. Ici, l'idée, c'est de se dire, j'ai envie d'entreprendre, je n'ai pas encore vraiment d'idée ou j'ai un peu peur de me lancer. Ok, j'ai qu'à commencer par investir sur des choses que je maîtrise, sur des petits montants à faible risque. Mais ça aussi, ça peut faire boule de neige comme l'entrepreneuriat et ça peut générer des trajectoires de carrière super intéressantes. C'était le 6e point. On en arrive au 7e, qui est peut-être le plus important au fond de cette liste. Je sais pas pourquoi je l'ai mis en 7e position. Et c'est le repreneuriat, la reprise d'entreprise. Ça marche super bien, la reprise d'entreprise. Il y a toujours un risque, mais en général, ça marche super bien parce que reprendre une entreprise déjà existante permet d'avoir déjà un flux de revenus immédiat. Et ça change un peu la donne parce que souvent, quand on envisage d'entreprendre, on se dit, attends, est-ce que je quitte mon boulot? Du coup, j'ai plus de revenus et c'est un peu chaud. Ou est-ce que je le fais en parallèle de mon boulot, mais si ça marche, j'aurai pas le temps de le gérer. Ici, c'est un peu le beurre et l'argent du beurre. Reprendre une boîte, qu'elle soit petite ou grosse, c'est souvent la garantie d'avoir déjà quelque chose qui fonctionne à peu près, une structure qui est déjà opérationnelle, qui est déjà en place, mais qui peut être améliorée ou qui nécessite un petit relooking, qui nécessite d'être un peu plus structuré, d'avoir un meilleur marketing, une meilleure organisation des ventes, etc. Et donc, reprendre une boîte, si tu écoutes cet épisode et que tu aimes avoir déjà quelque chose d'un peu structuré, de ne pas partir d'une page blanche, ça peut être super intéressant, notamment parce qu'aujourd'hui, on peut reprendre une boîte en amenant X et en levant Y auprès d'une banque, ce qui fait qu'on n'a pas forcément un si gros montant à mettre quand on rachète une boîte. Parfois, on est assez surpris de voir combien coûtent certaines boîtes. C'est pas forcément une ruine. Et ça peut correspondre à des personnes qui aiment bien optimiser quelque chose d'existant. Un tout petit commerce ou quoi que ce soit. Et ça aussi, c'est de l'entrepreneuriat et on l'oublie bien souvent. L'avantage du repreneuriat par rapport à l'investissement, par exemple immobilier, c'est qu'un investissement immobilier, en général, va se rembourser sur 20-30 ans, alors qu'une boîte qu'on rachète, en général, se rembourse sur 5-10 ans. Ce ne sont pas les mêmes temporalités. J'en viens à mon 8e point. Comment donc entreprendre quand on ne se sent pas entrepreneur et quand on n'ose pas entreprendre? Bien, le 8e point, c'est de trouver un associé et de rejoindre un projet existant. Je ne sais pas pourquoi, quand on pense à entreprendre, on se sent toujours obligé de monter son propre truc. Et moi, avec les clients avec qui je travaille, en général, je leur fais passer un test pour les aider à savoir à quel point ils doivent avoir leur propre truc ou à quel point ils doivent collaborer sur un projet existant. Pas seulement en entrepreneuriat, mais au sens global dans leur vie. Est-ce qu'ils doivent partir d'une page blanche ou est-ce qu'ils doivent plutôt partir de quelque chose d'existant et contribuer? Et ici, c'est pareil. Au final, il y a pas une si grande partie d'entrepreneurs qui entreprennent tout seuls à partir d'une page blanche. Il y en a énormément qui rejoignent des projets qui existent, qui vont devenir associés de quelque chose, qui vont amener des compétences et qui vont contribuer au développement d'un bébé qui était déjà en train de se créer. Et ça peut être super intéressant pour s'affranchir de la peur de se lancer. Donc là, ça va consister
à rejoindre un associé ou rejoindre un groupe d'associés ou un projet existant. Et pour faire ça, eh bien, ça peut être de rejoindre des réseaux d'entrepreneurs, des réseaux de start-upers, des événements, des meet-up, des incubateurs, de se rapprocher de Station F, de Village by CA, d'aller voir aussi, pourquoi pas, des plateformes qui sont faites pour ça. Voilà. Il y a des plateformes qui servent à trouver des cofondateurs aussi. Il y en a plein. Si tu cherches sur ChatGPT, tu trouveras plein de choses. Donc voilà, cette stratégie-là consiste à devenir entrepreneur un peu malgré soi parce qu'on rejoint des entrepreneurs et de facto, on le devient aussi, alors que c'est pas forcément nous qui avons eu l'impulsion de départ. Pour faire ça, il va aussi y avoir tous les événements de réseautage, tous les groupes Facebook, les forums LinkedIn, etc. Et puis tous les programmes d'accélérateur ou d'incubateur, comme je le disais, pour lesquels on n'est pas forcément obligé d'avoir une idée. Tu peux très bien arriver auprès d'un incubateur ou d'un programme d'accompagnement d'entrepreneurs et dire, écoutez, moi je pense que j'ai envie d'entreprendre, mais j'ose pas et j'ai pas d'idée. Mais c'est pas du tout gênant. Il y a plein de gens qui n'ont pas d'idée, puis l'idée, on la trouve après. Donc c'était le 8e point, rejoindre un projet existant. Le 9e point, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu. C'est apprendre à entreprendre. Ça va être de travailler dans une start-up ou dans une boîte qui a une culture très entrepreneuriale. Et en ne travaillant qu'avec des futurs entrepreneurs, forcément, ça nous émancipe un peu. Ou alors, de prendre des responsabilités de direction sans avoir besoin de lancer la boîte. Ça peut être, par exemple, de devenir directeur ou directrice générale d'une entité, mais ce n'est pas ton entité. Ou de gérer un magasin, ou de gérer une antenne ou une entité commerciale. Voilà, ça peut dépendre de l'échelle à laquelle tu te situes, de ce à quoi tu peux prétendre et tu oses prétendre. Mais voilà, ça peut être vraiment de diriger un pôle, diriger un magasin, diriger une entreprise en tant que salarié. Et donc, en tant que salarié, tu vas pouvoir faire toutes les boulettes possibles, tu vas pouvoir avoir toute la courbe d'apprentissage que tu veux sans aucun risque. Et en plus, au moment où tu te sentiras prêt, là, tu pourras demander une rupture conventionnelle et tu auras ton chômage pour te lancer. Et en général, les boulots de direction, de management sont quand même plutôt des boulots pas trop mal rémunérés. Donc en plus, ça peut te faire un petit apport pour monter ton truc un jour. Donc ici, l'idée, c'est quoi? C'est d'apprendre à diriger ou d'apprendre à entreprendre ou de travailler avec des gens qui sont déjà dans cette culture-là. Et puis, par capillarité ou par habitude, en fait, toi-même, tu vas peut-être au bout d'un moment te sentir légitime. Une fois que tu as dû gérer 20 recrutements, 10 licenciements, 1 prud'homme, 5 conseils d'administration pour clôturer les comptes, etc., eh bien, en fait, le métier rentre. Il y a un moment où tu peux te dire, mais attends, je le fais déjà pour un tel ou une telle, pour un fonds d'investissement ou pour un actionnaire ou pour un patron ou une patronne. Après tout, et si je le faisais maintenant pour moi-même, quoi? J'ai déjà vécu le truc, je me rends compte de comment ça marche, et si je le faisais pour moi-même? Donc voilà, ici vraiment la stratégie, c'est d'être manager ou directeur ou directrice pour le compte d'un autre, d'une entreprise, d'une entité commerciale, d'un bureau, d'une antenne. Voilà. Ici, il peut y avoir encore 2 petites techniques dans ce chapitre-là, d'apprendre à diriger ou d'apprendre à entreprendre. Il y en a un qui consiste à devenir bras droit de fondateur d'entreprise avant qu'il passe le flambeau. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu, de rejoindre une entreprise avec des gens qui allaient bientôt prendre leur retraite. Et donc, mon rôle pendant 6 mois, 1 an était plutôt commercial, mais au final, vu qu'on sait que ces personnes-là, demain, vont passer le flambeau, ils vont pouvoir te faire monter en puissance et te passer, pourquoi pas, la direction demain. Parce que c'est un peu comme un locataire. Quand on veut acheter, on est mieux placé en tant que locataire pour acheter une boîte, pour acheter un appartement, parce qu'on y est déjà. Là, c'est un peu pareil. Tu peux rentrer sur des fonctions à responsabilité, faire tes preuves, et puis à terme, les fondateurs de l'entreprise, le moment où ils vont vouloir la céder, le moment où ils partiront à la retraite, peut-être, il est même probable que vous puissiez parler d'une reprise ensemble d'entreprise, ce qui peut vouloir dire qu'en fait, tu es devenu entrepreneur sans même te rendre compte. Dans le même genre, et je vais clôturer ici sur ce chapitre, c'est dans le milieu du conseil, de la formation, donc du consulting et tout ça. Démarrer comme consultant, rester quelques années, c'est acquérir une expertise, ou comme consultant ou formateur. Ça permet d'acquérir une expertise, et après quelques années, de se dire, en fait, attends, le métier, je le connais, le fichier client, je l'ai,
Et mes clients, ils commencent à me demander pourquoi est-ce que je travaille pas directement avec eux. Puis en général, là aussi, c'est une façon de devenir entrepreneur sans forcément avoir prévu ou sans forcément avoir osé, mais par la force des choses, quoi. On a le fichier client, on a la confiance de ses clients, on a l'expertise, on a le savoir-faire. Il suffit plus que de monter sa plaque. Et ça peut être autant dans le courtage en matière première que dans la formation en management, que dans du conseil RH, que dans n'importe quelle forme de conseil ou de formation. Et c'est une technique qui est bien éprouvée, de dire, voilà, je fais 4 ou 5 ans, j'apprends le métier, je rencontre les clients, je fais mon trou, et puis après, je pars faire mon propre business une fois que j'ai bien compris comment ça marchait. Et j'en viens à mon tout dernier point, parce que je ne veux pas que cet épisode soit trop long. La 10e technique que je te propose, si vraiment rien de tout ça n'a fonctionné pour toi, ça peut vouloir dire que t'es peut-être pas prêt ou pas prête et que c'est un peu trop tôt pour entreprendre et qu'il va peut-être falloir faire la bonne rencontre ou que le hasard t'apporte la bonne opportunité. Et donc ici, cette 10e technique consiste à prendre ton mal en patience, mais à aller apprendre les compétences qui te manquent pour entreprendre. C'est-à-dire te dire, je vais pas entreprendre tout de suite, mais dans ma prochaine étape professionnelle, je vais aller acquérir des compétences dont j'aurai besoin quand je serai mon propre patron. Donc ici, j'ai un avis assez arrêté sur les choses. Pour moi, un entrepreneur, il doit savoir faire de la finance, il doit savoir faire de la vente, il doit savoir faire du management. Quand on est patron de quelque chose ou patronne de quelque chose, il faut comprendre le volet financier, en tout cas de mon point de vue. Donc là, la technique peut être, oui, j'ai envie d'apprendre à lire un compte de résultat, un bilan, et donc d'aller faire un travail lié à de la finance. Ou en tout cas, ou avec de la gestion financière. C'est quelque chose qui s'apprend. Deuxième pôle, il faut savoir faire du chiffre. Donc, si tu n'as jamais eu l'occasion de faire de la vente, peut-être qu'un poste avec une dimension sales peut t'amener un peu d'aisance avec les chiffres, un peu d'aisance avec le chiffre d'affaires et avec la relation commerciale qui te permettra demain de manager des commerciaux ou même d'aller signer des contrats pour ta propre boîte. Et puis le troisième pôle, évidemment, c'est le management, puisque le management, on en a besoin dès qu'on a des salariés. Et donc ça aussi, c'est quelque chose qui s'apprend. Et tu peux très bien te dire, dans ma prochaine expérience, j'ai envie de monter en compétence sur le management, donc je vais prendre une équipe à gérer, ou je vais prendre un peu plus de responsabilité sales, parce que j'ai envie d'apprendre la vente, même si c'est pas mon truc à la base, ou j'ai envie d'être un peu plus affûté en finance et je vais gérer un PNL, ou je vais aller faire du contrôle de gestion, ou même pourquoi pas de l'audit ou autre, pour acquérir de bons réflexes financiers. Et puis tu peux aussi évidemment te former à l'entrepreneuriat en allant faire un master spécialisé ou une formation d'entrepreneuriat. Mais ça, au final, moi, j'en reviens un petit peu parce que je trouve que on va pouvoir y faire un réseau, ça c'est intéressant, on va pouvoir y rencontrer de futurs associés ou de futurs partenaires, et ça c'est intéressant. Mais vraiment en termes de compétences pures et dures dont tu auras besoin au quotidien quand tu vas entreprendre, je pense que ça va quand même être plutôt des compétences de finance, de vente ou de management, plutôt que des compétences d'entrepreneuriat à proprement parler, qui est un peu un fourre-tout et je sais pas trop ce qu'on met dedans. L'entrepreneuriat, c'est un état de fait, ça veut juste dire que tu es en train de monter un projet, comme on le disait au tout début. Donc, je sais pas si ces formations-là sont les façons les plus radicales d'y arriver, mais n'hésite pas à me partager ton avis, ça m'intéresse aussi de l'avoir. En résumé, on vient de partager 10 techniques pour entreprendre quand on ne se sent pas entrepreneur. Je les récapitule très rapidement. La première, c'était prendre quelque chose qui marche ailleurs et le lancer chez toi. Deuxième point, lancer un side business online. Troisième point, lancer un side business offline. Quatrième point, identifier une expertise que tu as et la vendre d'une manière ou d'une autre. Cinquième point, monter une campagne de crowdfunding et voir ce que ça donne. Sixième point, devenir investisseur plutôt qu'entrepreneur. Septième point, racheter une entreprise. Huitième point, trouver un associé ou rejoindre un projet existant en tant qu'associé. Neuvième point, apprendre à diriger, apprendre à gérer une entité commerciale ou une entreprise, apprendre à entreprendre. 10e point, se former en allant chercher les compétences qui te manquent. Vente, finance, management, entrepreneuriat. Voilà donc 10 techniques que je te propose de tester si l'entrepreneuriat t'attire mais que tu sens que ça bloque. Et en conclusion de cet épisode, je te propose de choisir une de ces 10 techniques-là, une de ces 10 approches et de voir s'il y en a une qui te parle et d'essayer de faire un petit pas dans une de ces approches et voir où ça t'emmène. Et n'hésite pas à nous raconter ton vécu, à nous partager sur Spotify ou en commentaire sur YouTube ou autre ton vécu, tes retours. Ça m'intéresse beaucoup de les avoir et n'hésite pas non plus
à partager tes conseils dont on a tous besoin. Voilà, et bien moi je te souhaite une très bonne semaine et puis à la semaine prochaine. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui pourrait en avoir besoin. Et si vous avez besoin de conseils pour vous-même ou d'un bilan de compétences, vous pouvez me retrouver sur albanmas.com.